Parole. Merci beaucoup. Je vous remercie. Je voudrais juste rajouter qu'outre les cours d'anglais juridique, je fais depuis 1997 un cours à Assas qui s'appelle Bioéthique et droit. J'ai toujours un petit peu d'étudiants chaque année, dont une ancienne étudiante qui est dans la salle actuellement. Et je fais un appel vibrant à tous les jeunes chercheurs qui sont ici aujourd'hui. Il faut de plus en plus de jeunes chercheurs en France qui vont se consacrer à un travail sur la bioéthique et non seulement le droit, mais aussi les sciences politiques, l'anthropologie, toutes les sciences humaines. Il faut qu'il y ait de plus en plus de jeunes chercheurs dans ces domaines, comme existe déjà aux États-Unis, dans les universités américaines. Alors, un petit portrait juridique, on va dire, d'abord aux États-Unis, et pour adoucir un petit peu la vision individualiste que Mme Dreyfus-Netter a présentée. Contrairement aux idées reçues, le recours à l'AMP aux États-Unis ne se fait pas dans un vaste désert sans foi ni loi, mais plutôt au niveau fédéral, donc autour d'une jurisprudence de la Cour suprême qui situe ce recours autour d'un droit à l'intimité, right to privacy, qui a été réitéré dans plusieurs affaires, Skinner versus Oklahoma en 42 et consolidé ensuite dans Griswold en 65 et enfin dans le fameux Roe versus Wade en 73. Et sans ce droit à l'intimité, il ne faut pas oublier que les femmes américaines, donc un groupe, ne pourraient pas avoir accès à l'avortement. Ce droit constitutionnel, donc, est aussi le socle sur lequel repose le recours des gens, des citoyens américains, aux différentes techniques de l'AMP. Non, cela veut nullement dire, évidemment, qu'un citoyen américain peut faire tout et n'importe quoi, étant donné qu'il a ce droit constitutionnel à l'intimité, car deux lois nationales existent, tout d'abord des National Organ Transplant loi qui interdit la vente d'organes ou d'éléments du corps humain, et the Fertility Center Act de 92 qui oblige tous les centres qui traitent de l'infertilité ça oblige plutôt le Center for Disease Control, qui est une agence fédérale, à recueillir de tous les centres qui traitent de l'infertilité, il y en a 475 aux États-Unis, de leur remettre leurs chiffres annuels, le taux de réussite, quel type de pratiques d'AMP ils utilisent, etc. De même, le recours à l'AMP tombe dans le domaine de ce qu'on appelle le droit de la santé, droit de la famille, avec les questions de filiation, et aussi droit pénal en cas de situation où un médecin, par exemple, je pense à des problèmes de malpractice. Eh bien, ces trois domaines du droit sont légiférés par les États individuellement, et ce en vertu du 9e et 10e amendement à la Constitution. C'est-à-dire que la législation au niveau du recours à l'AMP a lieu dans les États. Et on va voir justement que la gestation pour autrui est légiférée, réglementée au niveau des États, certains États l'interdisant, d'autres l'encadrant de manière plus ou moins restrictive, etc. Et cela vaut aussi pour un autre volet de l'AMP que nous allons voir dans quelques instants. Alors tout d'abord, quelques chiffres, je m'excuse, j'ai pas fait de PowerPoint. Il y a donc environ 100 banques de sperme aux États-Unis aujourd'hui, 475 centres de traitement d'infertilité, je l'ai dit. En 2005, 422 ont répondu à l'appel du CDC. Donc nous avons chaque année, enfin plutôt tous les 3 ans, un rapport tout à fait complet que chaque personne peut accéder, qui va passer en revue chaque centre d'infertilité, ce qu'ils ont fait avec les statistiques de toutes sortes. Quel est le taux de succès global, c'est-à-dire la naissance d'un bébé vivant? C'est ça la définition. Pour 2005, 29% des cycles de FIV ont abouti à la naissance d'un bébé vivant. Bon, nous savons tous, surtout vous les praticiens, que ce taux de succès peut varier en fonction de l'âge de la femme. Par exemple, les femmes de moins de 35 ans, on constate un taux de succès de 37,3%, mais les femmes de 41 ou 42 ans, un taux de succès de 10,6%. Donc nous savons tous que ces facteurs sont dépendants d'un nombre d'éléments très importants. Mais cette question du taux de succès est évidemment cruciale
aussi bien pour les praticiens, surtout les centres qui vont remettre leurs statistiques à l'Agence fédérale chaque année, que pour les couples qui, on le sait, investissent des sommes très importantes. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de système de santé national, donc cela relève des frais individuels. Il y a cependant de plus en plus d'États par législation, par loi votée dans ces États qui oblige des assureurs dans les États à rembourser un certain nombre de frais. Et ça, c'est le fruit d'une association de consommateurs qui s'appelle Resolve, j'y reviendrai. Il y a de plus en plus d'États qui donc vont permettre à certains couples moins fortunés que d'autres d'avoir ces frais remboursés par leurs assureurs. J'y reviendrai. Maintenant, quelques chiffres, encore une fois, autour du prix, parce que c'est quelque chose que les couples vont regarder. Une insémination artificielle revient en moyenne à 554 €. En moyenne, un cycle de FIV à 8 300 €. Et sachant qu'il faut à peu près 4 cycles pour obtenir une grossesse, on parle d'environ 35 000 € pour 4 cycles. Si cette même FIV est accompagnée d'un ICSI, ce qui réduit justement la nécessité d'avoir plusieurs cycles, cela monte à 900 € à peu près. Et si cette FIV est accompagnée d'un diagnostic préimplantatoire, ça va jusqu'à 10 000 €. Dans certains États, il est autorisé de procéder à un DPI pour choisir le sexe de l'embryon, donc par Microsort, qui est une technique qui est utilisée. Et là, nous devons rajouter environ 1 600 € aux 10 000 € que j'ai cités tout à l'heure. Cette pratique s'appelle Family Balancing. Et c'est tout à fait présenté sur différents centres d'infertilité qui proposent cela comme étant, comme relevant d'un choix personnel du couple qui se tourne vers ce genre de pratique. Tournons-nous maintenant vers la GPA. Madame Dreyfus-Netter en a parlé un petit peu. Je vais vous en parler un petit peu plus. Aux États-Unis, la GPA constitue 1%. Gestation pour autrui, constitue 1% de l'ensemble des techniques de l'AMP. Et la première fois une femme a été rémunérée, ce fut en 1970. Donc à l'époque, il n'y avait absolument aucune législation du tout. Elle a reçu 6 400 € pour porter l'enfant d'un autre couple. Et là, elle a été donc inséminée artificiellement par le sperme du mari. To make a long story short, cette nouvelle a été reprise par les médias qui en ont très vite parlé et très très rapidement. Surtout des avocats et des entrepreneurs ont vu là un marché juteux et avant même que les États puissent commencer à légiférer, un marché de la gestation pour autrui a été lancé. En 2000, le CDC a recensé 1210 tentatives de GPA, donc double le chiffre de 97, et environ 571 contrats de GPA ont été réussis en 2001. Aujourd'hui, les prix varient entre 12 800 € et 70 000 €, tenant en compte donc un certain nombre de facteurs de la gestatrice, etc. Nous pourrons peut-être y revenir. Nous passons donc depuis cette époque en 1970 à ce qu'on appelait une gestation traditionnelle à maintenant une gestation pour autrui, justement, parce qu'aujourd'hui, avec la FIV, on a pu séparer cette tâche de porter l'enfant d'un autre avec la fécondation in vitro, et c'est un point que Deborah Spar, dans son livre The Baby Business, qui est un livre remarquable que je vous recommande, a très très bien analysé. Au moment où on a pu donc séparer la tâche, une espèce de taylorisation, si vous voulez, du travail reproductif. Du moment où on pouvait séparer la femme qui porte l'enfant et la femme qui donnait l'ovule, on a vu tout d'un coup une augmentation spectaculaire de l'offre des deux. Ou pourquoi? Parce que d'un côté, une femme n'avait peut-être pas forcément envie de passer 9 mois à porter l'enfant d'un autre, alors qu'elle aurait été plus susceptible effectivement à donner ses ovules, et que d'autres femmes, moins susceptibles à donner des ovules, étaient tout à fait prêtes à être une gestatrice pour autrui. Nous nous sommes trouvés évidemment devant des problèmes juridiques, évidemment, le fameux cas de Baby M, qui concernait un cas de gestation traditionnelle où la mère gestatrice, qui était aussi la mère génétique, voulait garder l'enfant après l'accouchement. Eh bien, elle a
obtenu simplement, je dirais simplement, c'est de son point de vue, elle a obtenu des droits de visite parce qu'elle était la mère génétique et le couple contractuant a obtenu donc la garde entière de l'enfant. La mère et la mère sociale étant obligée d'adopter cet enfant. Mais avec la gestation pour autrui, on était dans un autre cas de figure juridique et là il a fallu aussi une autre jurisprudence, cette fois-ci de l'État de Californie. Madame Dreyfus-Netter en a parlé, c'était le fameux cas de Johnson. Dans ce cas-là, la gestatrice n'était pas la mère génétique. De même, elle a voulu garder l'enfant après l'accouchement parce qu'elle estimait à ce moment-là que le couple receveur n'était pas digne d'avoir cet enfant pour des raisons qui sont liées aux relations qui a eu lieu entre le couple et elle. Et elle, par contre, donc, parce qu'elle n'avait aucun lien génétique ni d'intention de devenir la mère, le parent de cet enfant, elle a perdu gain de cause et le cas de Johnson maintenant sert de précédent pour les autres États dans lesquels la gestation pour autrui est autorisée, c'est-à-dire du moment où les parents qui ont le projet parental, ce qu'on appelle en France le projet parental, signent le contrat avec la mère gestatrice, c'est à partir de ce moment-là qu'ils deviennent les parents légaux. D'après cette jurisprudence, d'ailleurs, les États où la gestation pour autrui est autorisée s'inspirent dans leur loi de cette décision. Alors, cette spécialisation dont parle Deborah Spar a eu des effets très importants pour la gestation pour autrui, mais aussi dans d'autres domaines. Le premier effet, c'est qu'on a constaté que le niveau socio-économique des gestatrices baissait, c'est-à-dire qu'on voyait de plus en plus de femmes pauvres, 40% par exemple des femmes qui se portent candidates pour être une gestatrice pour autrui, 40% sont au chômage ou dépendent de l'assistance publique. Et en 2000, Deborah Spar montre que 30% des contrats de GPA étaient entre essentiellement donc des couples blancs et la gestatrice étant une femme d'origine ethnique hispanique ou africaine-américaine. Autre effet et non des moindres, c'est l'outsourcing, c'est-à-dire la sous-traitance de la GPA. On en a parlé un petit peu. C'est quelque chose qui se pratique de plus en plus avec l'Inde comme étant une des destinations de prédilection pour justement les couples américains qui n'ont pas les mêmes moyens que les couples plus fortunés. Une économie de 40% peut être faite pour ces couples qui se tournent vers une gestatrice en Inde. Au lieu de payer entre 13 000 et 30 000 euros, ces couples payent 19 000 euros, tout frais compris, vol d'avion, hébergement, rémunération de la mère porteuse indienne qui, elle, reçoit 4 008 euros par rapport aux 12 000 euros qu'une mère gestatrice en Californie peut recevoir. Il y a deux sociétés aujourd'hui qui ont pignon sur rue, c'est Planet Hospital, qui ne s'occupe pas seulement de la FIV ou de la gestation pour autrui, mais aussi a souscrit des contrats avec des employeurs pour la chirurgie pour les genoux, la chirurgie esthétique, les problèmes ophtalmologiques, etc. Et eux, ils ont des packages aussi pour la gestation pour autrui ainsi que la FIV. Et puis, un de leurs concurrents principaux, My IVF Alternative, qui, lui, s'installe maintenant en Tchéquie, à Brno, et donc pratique des échanges, sert d'agence intermédiaire dans ce domaine-là. La deuxième pratique que je voudrais regarder brièvement, qui fait couler beaucoup d'encre en France et qui est très controversée, c'est le don de gamètes. Bon, on dit le don des gamètes, on dit le don des gamètes parce qu'il y a une loi que j'ai évoquée qui interdit la vente des organes, des éléments du corps, mais en fait, il s'agit purement et simplement de vente. On dit qu'on ne vend pas des éléments de son corps, mais en fait, on rémunère le temps que le donneur consacre, les dépenses psychologiques et financières que ce donneur va entreprendre pour quitter son travail, etc., etc. Donc, c'est ça qu'on rémunère. On rémunère pas l'échantillon du sperme ni l'ovule
qui en résulte. Alors, on a constaté au niveau de la vente, je vais dire la vente parce que voilà, là, on a constaté une stabilité dans la vente des échantillons de sperme depuis ces années-là. En revanche, on a constaté une augmentation assez impressionnante de la vente d'ovules, qui est passée de 8% des techniques d'AMP en 96 à presque 12% en 2002. Alors, au départ, il y a eu des recommandations de la Société savante des praticiens de l'AMP, the American Society for Reproductive Medicine, qui disait qu'il fallait évidemment récompenser la donneuse d'ovules et qu'il fallait le faire selon le principe de equal pay for equal work. Étant donné qu'un homme était payé environ il était payé environ $56 pour une heure de travail, c'est-à-dire de produire son échantillon de sperme. Et il fallait donc payer la femme l'équivalent au nombre d'heures pour la simulation qu'elle allait subir, etc. Et donc, du coup, on rémunérait à l'époque, quand tout cela commença, une femme à environ 1 400 €. Mais avec donc cette explosion cette séparation, cette taylorisation des tâches dont j'ai parlé tout à l'heure et cette différenciation entre la mère porteuse et la mère qui donne des ovules et puis l'augmentation de la demande, etc. On est passé à des sommes absolument autres que cela. Et puis d'ailleurs, l'ASRM continue à fixer une somme annuelle, disons, jamais plus de $5 000. Donc, vous voyez, même l'association américaine a augmenté dans ses prix. Mais on trouve aujourd'hui, donc, le prix d'un ovule qui varie entre 1 600 € et 32 000 €. Et ces prix-là sont fonction de choses très, très spécifiques. Et il faut le savoir. C'est quelque chose qui est très étudié. Et les caractéristiques qui sont les plus importantes sont, tout d'abord, le fait, si oui ou non, la caractéristique la plus importante, c'est l'âge de la donneuse. Donc, plus jeune est la donneuse, plus cher va valoir son ovule. Ensuite, le fait, si oui ou non, elle a déjà eu des enfants. Ça va absolument influencer sur le prix de son ovule. Ensuite, le nombre d'ovules qu'elle produit ou délivre lors d'une seule stimulation ovarienne. Et enfin viennent toutes les choses qu'on dit en France. Oui, c'est surtout la couleur de la peau. Non, ça vient après. Ces considérations purement physiques et médicales. Donc ensuite vient la couleur de sa peau, son profil génétique, son passé médical, ses origines socio-ethniques, ses caractéristiques physiques. Et vraiment en dernier, ses résultats au QI, etc. D'abord, ce que vont regarder les couples, c'est est-ce que les ovules de cette femme, est-ce qu'elles sont fécondables, est-ce qu'elles sont productives, voilà. Donc, il n'est pas étonnant de constater dans ce cas de figure que les ovules les plus chers vont provenir des femmes blanches ayant un diplôme universitaire, le prix augmentant en fonction du prestige de l'université. Ça, c'est vrai. Or, bien que la majorité des donneuses soient des femmes blanches, elles sont principalement issues des classes moyennes ou pauvres. Et ça, on le dit pas assez souvent. On pense qu'il y a que des étudiants de Harvard ou de Yale qui vendent leurs ovules. C'est pas vrai. La majorité sont des femmes issues des classes moyennes ou pauvres et souvent n'ont pas de diplôme universitaire ou alors ont un community college diploma, c'est-à-dire à peu près l'équivalent d'un IUT. Et donc, on constate que le prix des ovules des candidats de profils similaires peuvent aussi varier considérablement d'une clinique à l'autre. On mesure donc l'importance du rôle d'intermédiaire de l'agence de egg broker, donc qui dans la fixation du prix d'un ovule, en fonction donc de l'offre et de la demande qui est à jour. En conséquence, les femmes issues des classes moyennes ou plus pauvres essayent d'obtenir le prix le plus élevé pour leurs ovules en faisant jouer la concurrence entre les différents centres d'infertilité avant d'en choisir un. Et au passage, évidemment, disparaît le souci des risques de la procédure, surtout si une donneuse s'y soumet plusieurs fois. Il y a un livre qui est sorti il y a 2 heures qui s'appelle Confessions of a Serial Egg Donor de Julia Derrick, et ce qui est une étudiante dans une faculté moyenne en Californie qui s'est livrée à 12 stimulations ovariennes pour toujours vendre plus et encore plus ses ovules. Elle en produisait beaucoup. Le psychologue de l'agence l'encourageait à le faire parce qu'elle les vendait très bien et chaque fois le prix augmentait. C'est un livre assez édifiant sur la situation que je viens de décrire.
Alors, très rapidement, pour finir, pour qu'on puisse passer à la discussion, la société civile, et là, ça fait un peu écho à ce que disait Mme Dreyfus-Netter tout à l'heure, la société civile joue un rôle très important dans cette situation. Les associations sont très importantes, qu'elles soient de patients ou politiques. Il y a la plus importante qui est Resolve, qui est un peu, je pense, l'équivalent en France il y a une association similaire qui existe en France, qui a le prénom de 2 enfants, je me souviens plus. Oui, c'est ça. Et qui est très très active depuis toujours et qui milite au niveau des États pour que les assureurs remboursent, pour que les couples homosexuels aient accès légalement à la filiation, etc., etc. Ensuite, il y a évidemment les associations de groupes homosexuels, dont le plus important est le ACLU, qui est l'équivalent de la Ligue pour les droits de l'homme, et qui a une section consacrée aux droits des homosexuels à obtenir une filiation ou en tout cas avoir un accès légal à l'AMP, et Lambda Légal, qui est aussi un groupe d'avocats homosexuels luttant pour les droits des homosexuels. Et ces 2 associations ont obtenu que dans 10 États, les couples homosexuels ont maintenant la possibilité d'adopter l'enfant de leur conjoint ou l'enfant issu d'une AMP, que ce soit donc un couple homosexuel, homme ou femme. Selon Lambda, d'ailleurs, 250 000 enfants sont actuellement élevés par des couples du même sexe, et dans un certain nombre d'États, comme je l'ai dit, cette filiation est établie pour eux. Pour l'instant, il n'y a qu'un seul État où le mariage homosexuel est reconnu, c'est le Massachusetts, et par contre, il y a une dizaine d'États qui a l'équivalent du Pacs français. Je ne vais pas m'attarder sur les féministes américains parce qu'il y a 4 courants qui sont très divers et pas du tout d'accord sur ces pratiques. Il suffit de dire que l'existence de ces différents courants démontre que le contexte dans lequel évoluent ces pratiques bute contre la diversité des féministes, et comme ce droit à l'intimité les concerne en premier lieu, c'est-à-dire que si ce droit à l'intimité n'existait pas, elles auront beaucoup de mal à avoir accès à l'avortement. Elles sont en dissonance entre elles. On a des féministes radicales d'un côté qui disent que l'AMP c'est l'instrumentalisation du corps de la femme par les médecins. De l'autre, on a les féministes institutionnelles qui disent il faut pas toucher au droit à l'intimité. Donc je rentre pas là-dedans, mais c'est très intéressant. Et enfin, il faut pas croire que la droite chrétienne rejette d'emblée le recours à l'AMP. Il y a une association qui s'appelle Snowflakes, qui a vu le jour à peu près au même moment où le président Bush a fait sa déclaration sur la recherche sur les cellules souches embryonnaires, et qui en fait est une agence qui met ensemble des couples chrétiens infertiles avec des donneurs de sperme ou d'ovules chrétiens, ou alors d'autres couples chrétiens qui ont des embryons surhumains. Ils les mettent ensemble et ils font des enfants. Eh bien, cette association reçoit $1 million par an par the Department of Health and Human Services depuis 2001. Voilà. Donc voilà comment on peut aussi s'adapter dans une société, même qu'on pense. Même si on pense que ils ont des positions radicalement contre cela, eh ben non, c'est pas le cas. Ils reçoivent de l'argent des contribuables américains aujourd'hui. Voilà. Donc je vais m'arrêter là. Je pense qu'on aura le temps de revenir là-dessus. Merci.